Merci. Les plateformes pétrolières offshore sont de véritables géants maritimes et figurent parmi les structures industrielles les plus complexes jamais construites par l'humanité. Une seule plateforme pétrolière comme celle-ci peut produire plus de 170 000 barils de pétrole chaque jour. C'est assez de carburant pour approvisionner des villes entières. Mais pour atteindre ce pétrole, les ingénieurs doivent forer le fond de l'océan à des profondeurs extrêmes et faire fonctionner d'énormes machines sous des pressions écrasantes. Tout cela en essayant de maîtriser l'un des environnements les plus dangereux de la planète. Ces véritables industries flottantes, pesant des centaines de milliers de tonnes, fonctionnent 24 heures sur 24 et nécessitent des systèmes extrêmement précis pour forer, extraire, traiter et stocker le pétrole en pleine mer. Mais comment une plateforme offshore parvient-elle à forer le fond marin? Comment le pétrole remonte-t-il des profondeurs jusqu'à la surface? Et comment ces villes flottantes parviennent-elles à résister aux vagues géantes, aux tempêtes et aux ouragans? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment fonctionne une plateforme offshore et comment on trouve et extrait le pétrole du fond de la mer. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur Tudotech HD. Je vous demande déjà de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour toutes les notifications. L'histoire des plateformes offshore a commencé il y a plus d'un siècle. Au début, les entreprises construisaient des structures en bois et en métal près de la côte pour forer dans les zones peu profondes de l'océan. Avec le temps, les opérations offshore ont commencé à s'étendre vers des eaux de plus en plus profondes. C'est alors que les plateformes fixes sont apparues. Ces énormes structures métalliques, appelées jackets en acier, étaient construites à terre. La plus grande d'entre elles, appelée Boleta ou Winkel, a été construite et installée par Shell dans le golfe du Mexique en 1988. Elle mesurait 450 mètres de haut et pesait 50 000 tonnes. La structure a été transportée lentement à travers l'océan par d'énormes navires remorqueurs. À son arrivée sur le site d'installation, toute la structure était soigneusement inclinée et immergée jusqu'à se retrouver en position verticale au fond de l'océan. D'énormes pieux métalliques étaient enfoncés dans le fond marin pour la fixer complètement. En pratique, c'était comme construire un gratte-ciel gigantesque au milieu de l'océan. Ce n'est qu'après cette étape que la plateforme était installée sur la structure métallique. Ce modèle fonctionnait bien dans des eaux moins profondes. Mais à mesure que de nouvelles réserves étaient découvertes dans des régions de plus en plus profondes, l'industrie a dû développer des plateformes flottantes beaucoup plus avancées. Contrairement aux anciennes plateformes fixes reposant sur le fond marin, ces nouvelles structures ont commencé à fonctionner comme d'immenses navires industriels flottant sur l'océan. Et leur construction commence dans d'immenses chantiers navals spécialisés. D'abord, les ingénieurs construisent la base de la structure. Selon le type de plateforme, cette base peut être constituée d'énormes colonnes flottantes ou de structures semi-submersibles. Cette partie inférieure est responsable de la stabilité de la plateforme en haute mer. Pendant ce temps, dans une autre zone du chantier naval, commence la construction de la partie supérieure de la plateforme, connue sous le nom de topside. C'est dans cette structure gigantesque que sont installés les systèmes de forage, les modules de traitement, les logements, les générateurs, les tuyauteries et toute l'infrastructure industrielle de la plateforme. Chaque module peut peser des milliers de tonnes et il est déjà équipé de systèmes électriques, de tuyauteries et de machines industrielles. D'énormes grues assemblent tous ces blocs jusqu'à former la structure complète du topside. Après l'achèvement des deux structures, commence l'une des opérations les plus impressionnantes de l'ingénierie offshore. Dans certains projets, la base et le topside sont assemblés directement dans les chantiers navals avant que la plateforme ne soit remorquée jusqu'en mer, entièrement prête. Dans d'autres cas, les deux parties sont transportées séparément jusqu'à la zone définitive d'exploitation de la plateforme, où d'énormes grues maritimes effectuent l'assemblage final en pleine mer. Ces grues maritimes ou des systèmes hydrauliques spéciaux positionnent lentement le topside sur la base flottante de la plateforme lors d'une opération qui exige une précision absolue. Cette installation implique l'une des opérations de levage les plus lourdes jamais réalisées par l'humanité. Lorsque les deux parties sont enfin connectées,
D'énormes systèmes d'ancrage et de positionnement maintiennent toute la structure stabilisée, même au milieu de vagues géantes, de vents violents et de tempêtes océaniques. D'énormes câbles en acier, des chaînes métalliques et des tendons spéciaux relient la structure au fond marin, maintenant toute l'installation fermement positionnée au-dessus du puits sous-marin. Certaines plateformes modernes utilisent déjà des ordinateurs et des propulseurs automatiques pour corriger en continu leur position en mer. Tout cela parce que tout déplacement de la structure peut compromettre le forage qui sera réalisé à des kilomètres sous la surface de l'océan. Mais même avant l'installation des plateformes, les entreprises doivent découvrir où le pétrole est caché. Pour cela, des navires sismiques parcourent l'océan, remorquant des kilomètres de câbles équipés de capteurs. Pendant qu'ils avancent en mer, des canons à air comprimé tirent des impulsions sonores vers le fond de l'océan. Les ondes sonores traversent les couches souterraines et reviennent réfléchies par les roches. À partir de ces signaux, des ordinateurs créent des cartes tridimensionnelles du sous-sol marin. C'est pratiquement une échographie géante du fond de l'océan. Les technologies sismiques modernes ont permis de révéler des réservoirs cachés sous d'énormes couches de sel qui étaient auparavant invisibles pour les géologues. Une fois les réservoirs découverts et cartographiés, commence la phase la plus difficile et décisive de l'exploration pétrolière, le forage du fond marin. Au fond de l'océan, d'énormes systèmes de vannes, de tuyaux et de structures métalliques attendent déjà l'arrivée de la plateforme. Des robots sous-marins télécommandés aident à l'installation des équipements chargés de relier le puits à la surface. Au centre de la plateforme se trouve la tour de forage. Elle soutient des kilomètres de tubes métalliques qui sont assemblés les uns aux autres au fur et à mesure de l'avancement du forage, formant une longue colonne qui descend jusqu'au fond de l'océan. À l'extrémité inférieure se trouve le trépan de forage. Ce trépan possède des dents extrêmement résistantes, faites en carbure de tungstène ou en diamant industriel très dur, capable de broyer la roche sous de fortes pressions et températures. Au fur et à mesure que le forage progresse, d'énormes tubes de revêtement en acier, appelés tubages, sont insérés dans le puits. Ces tubes empêchent les parois de s'effondrer et aident à isoler les différentes couches souterraines. Un mélange spécial de ciment est pompé sous haute pression pour remplir l'espace entre le tube métallique et la roche. Ce ciment agit comme une barrière de sécurité. Il stabilise la structure du puits et empêche les fuites de pétrole, de gaz ou de fluides souterrains entre les différentes couches géologiques. Au cours du processus, une boue de forage spéciale est pompée à l'intérieur des tubes. Cette boue refroidit le trépan, enlève les fragments de roche, lubrifie le système et contrôle la pression souterraine. Sans ce contrôle, le pétrole et le gaz pourraient s'échapper violemment du puits. Et c'est précisément pour cela qu'il existe l'obturateur anti-éruption, le fameux BOP. Le BOP est un gigantesque système de vannes installé au fond de la mer. Il fonctionne comme la dernière ligne de défense de la plateforme. Si des capteurs détectent une pression excessive, d'énormes pistons hydrauliques ferment immédiatement le puits. Dans certains champs offshore, le forage total peut dépasser 10 km de profondeur, entre l'océan et les couches souterraines sous le fond marin. Et tout cela doit se faire avec une précision extrême. La moindre erreur peut compromettre complètement le puits ou provoquer des accidents catastrophiques au fond de l'océan. Lorsque le forêt atteint enfin le réservoir, le pétrole commence à remonter par le puits. Dans certains champs, la pression souterraine elle-même pousse naturellement le pétrole jusqu'à la surface. Mais dans les eaux ultra profondes, des systèmes supplémentaires sont souvent nécessaires. D'énormes pompes sous-marines peuvent être installées au fond de l'océan. Dans certains champs, de l'eau ou du gaz sont injectés dans le réservoir pour maintenir la pression interne. Le pétrole remonte à travers ce qu'on appelle des colonnes montantes. Ces énormes tuyaux relient le fond marin à la plateforme flottante. Ils doivent supporter les mouvements constants provoqués par les vagues et les courants marins. Lorsqu'il arrive sur la plateforme, ce qu'on appelle le pétrole brut n'est pas encore prêt à être transporté. En réalité, le fluide extrait est un mélange de pétrole, de gaz naturel, d'eau, de sable et d'impuretés. C'est pourquoi il doit passer par des systèmes de traitement industriels.
À l'intérieur de la plateforme, il existe d'énormes séparateurs qui, utilisant la pression, la température et la gravité pour séparer chaque composant. Le gaz naturel peut être comprimé et envoyé par gazoduc. Une partie peut également être utilisée pour produire de l'énergie directement sur la plateforme. Quant au pétrole, il est acheminé vers des réservoirs de stockage ayant une capacité pouvant atteindre 175 000 barils par jour, ce qui équivaut à près de 28 millions de litres. Ensuite, des navires-navettes transfèrent le pétrole brut vers des raffineries à terre, où il sera raffiné pour être transformé en essence. Diesel, kérosène, lubrifiant et autres produits chimiques. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime et partagez-la avec vos amis. Laissez un commentaire en disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cet épisode. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affichent sur votre écran. Je demande à Dieu de bénir votre famille et que vous alliez toujours bien.